Donald Trump, qui s'est dit très déçu par Vladimir Poutine, a fixé ce lundi un nouveau délai de 10 à 12 jours au président russe pour mettre fin à la guerre en Ukraine, et ce sous peine de sévères sanctions. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky déclare qu'il n'y a pas une journée qui ne passe sans que l'armée russe tue en Ukraine. Alors pourquoi cet ultimatum de Donald Trump maintenant, et est-ce que ça va changer quelque chose? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour sur YouTube et en podcast audio. La tension monte donc entre le président des États-Unis et de la Russie lors de son entretien en Écosse avec le premier ministre britannique Keir Starmer ce lundi. Donald Trump a imposé un nouveau délai à Vladimir Poutine alors qu'il lui avait donné au départ 50 jours à partir du 14 juillet dernier. Et bien désormais, la Russie dispose de 10 à 12 jours pour mettre fin à la guerre en Ukraine, et ce, faute de quoi les États-Unis menacent d'instaurer, je cite, des sanctions parmi les plus dures jamais imposées. Il déclare aussi: il n'y a aucune raison d'attendre, nous ne voyons aucun progrès, c'est ce qu'il a précisé. Alors il n'y a aucune liste de sanctions qui a officiellement été détaillée et dévoilée par Donald Trump, mais les États-Unis avaient déjà évoqué des mesures qui ne viseraient pas seulement la Russie, mais aussi en fait les pays et les entreprises qui continuent à acheter des produits russes. Alors quand on parle de produits ici, on parle surtout d'hydrocarbures, donc de gaz ou de pétrole. Et l'objectif en faisant ça pour Trump, ce serait d'assécher les revenus russes qui sont issus aujourd'hui de l'exportation d'énergie et qui permettent aujourd'hui donc à la Russie de financer sa guerre en Ukraine. Et l'idée ici serait donc de dire à un pays ou à une entreprise: ok, si vous achetez du gaz ou autre venant de Russie, eh bien vous risquez d'être exclu des marchés américains ou encore de certains systèmes financiers internationaux. Bref, c'est l'idée de créer un isolement à la fois économique, commercial et diplomatique. C'est donc un changement de ton vis-à-vis de la Russie qui se poursuit pour Donald Trump, alors qu'il maintenait jusqu'ici une position assez ambiguë et souvent qualifiée de très conciliante en fait envers la Russie, notamment durant la première partie de son mandat. Il avait notamment suspendu puis repris les livraisons d'armes à l'Ukraine. Il avait fait des pauses dans le soutien militaire américain à l'Ukraine. Il était même allé, et ça on s'en souvient, jusqu'à reprocher au président Zelensky de ne pas être suffisamment reconnaissant envers les États-Unis. Et en parallèle de tout ça, il échangeait avec Vladimir Poutine. Alors pourquoi ce changement de ton aujourd'hui? Eh bien déjà, on peut noter qu'il intervient dans un contexte assez particulier, puisque la première chose que l'on peut noter, c'est que le conflit, il semble stagner. En fait, après plus de 3 ans de combat, la guerre en Ukraine a atteint une forme de statu quo militaire, avec une ligne de front qui est relativement figée, des pertes humaines qui restent massives, et peu de perspectives réelles de percées décisives, que ce soit pour l'Ukraine ou pour la Russie, même si récemment, on peut tout de même noter quelques avancées de la part de la Russie, et surtout, eh bien, des bombardements russes qui se poursuivent tous les jours, et qui continuent à tuer en Ukraine. La deuxième chose que l'on peut noter, c'est que Donald Trump, il est actuellement sous pression dans son pays, puisque aux États-Unis, la majorité du Congrès, donc l'équivalent du Parlement en France, et une partie d'ailleurs de l'opinion publique, réclament une clarification de la position américaine vis-à-vis de la Russie. En fait, Trump, on l'a déjà analysé, il a cette posture, cette position du America First, donc les États-Unis d'abord, sauf que cette position, elle a certaines limites, notamment parce qu'elle était accusée finalement de favoriser l'avancée de la Russie, en suspendant par exemple temporairement au moins l'aide militaire américaine à l'Ukraine. Et puis il y avait aussi une forme de fracture qui se créait avec, on va dire, des alliés, ou en tout cas des pays proches des États-Unis historiquement, notamment certains pays européens. Bon, puis au-delà de ça, ça reste une personnalité politique. Il y a, comme à chaque fois aussi, un calcul électoral. En fait, à la fin de l'année 2026, il y aura les élections de mi-mandat aux États-Unis qui permettent de renouveler une partie du Congrès. C'est toujours une élection extrêmement importante aux États-Unis, ces élections de mi-mandat. Et donc, Donald Trump cherche potentiellement à montrer qu'il agit face à la situation actuelle. Et il faut donc noter qu'y compris au sein de son camp, y compris donc au sein des Républicains, il y a un certain nombre de personnalités politiques qui souhaitent exercer une pression plus importante sur la Russie. Alors maintenant, rapidement, quelles ont été les réactions? D'abord, côté ukrainien, vous vous en doutez, elles ont été plutôt positives. Zelensky a salué ce lundi la détermination de son homologue américain et une position claire. De son côté, le gouvernement russe n'a pas réagi au moment où j'enregistre, mais l'ancien président russe Dmitry Medvedev, qui est un allié de Poutine, a affirmé sur X que Trump jouait à un jeu d'ultimatum qui pourrait conduire à une guerre impliquant les États-Unis. Ce qu'on peut aussi noter, c'est que Dmitry Peskov, donc le porte-parole du Kremlin et donc du pouvoir russe, a laissé entendre qu'une rencontre entre Poutine et Trump pourrait avoir lieu lors d'un déplacement commun en Chine en septembre, ce qui suggère donc que la Russie, malgré tout, ne ferme pas totalement la porte à un dialogue. En tout cas, les négociations entre l'Ukraine et la Russie, elles sont au point mort. Alors il y a quand même des avancées, notamment sur des échanges de prisonniers qui se sont déroulés encore récemment, mais sur une perspective de paix, c'est beaucoup plus difficile. Vladimir Poutine refuse la paix car il veut garder les territoires ukrainiens qu'il a conquis illégalement par son invasion du territoire ukrainien depuis 2022. Il souhaite aussi provoquer un
changement de régime en Ukraine et maintenir hors de l'OTAN l'Ukraine. Et de son côté, Zelensky ne veut pas perdre certains territoires, alors il y a toujours cette forme d'ambiguïté ou en tout cas de difficulté au sein des alliés ukrainiens vis-à-vis de la question de la Crimée. Mais pour les territoires nouvellement conquis en quelque sorte depuis 2022, eh bien la position de Zelensky est claire, il veut reprendre ces territoires qui sont actuellement occupés par la Russie. Et tant qu'on parle de l'Ukraine, en parallèle, les bombardements se poursuivent. Au moins 20 personnes ont été tuées et une quarantaine blessées dans des bombardements russes. Ça s'est passé dans la nuit de lundi à mardi sur les régions ukrainiennes de Zaporizhzhia et de Dnipropetrovsk selon les autorités ukrainiennes. Zelensky qui estime, je cite, que les Russes ne pouvaient ignorer qu'ils visaient des civils dans cet établissement, en parlant d'une frappe notamment qui a eu lieu sur une prison. On continuera évidemment à suivre la situation, que ce soit sur YouTube et sur Instagram. Je vous laisse avec Blanche pour le reste de l'actualité importante du jour et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Aux États-Unis, 5 personnes ont été tuées ce lundi dans une fusillade à New York, dont l'auteur des tirs est un policier. Il s'agit de la fusillade la plus meurtrière qu'ait connue la ville depuis 2000. Le suspect, Shane D. Tamura, est un Américain de 27 ans, originaire du Nevada. Il a ouvert le feu dans un gratte-ciel de Manhattan avant de se suicider. Domicilié à Las Vegas, il n'avait pas de casier judiciaire, mais présentait des antécédents psychiatriques, selon les premières constatations de la police. L'immeuble visé, une tour de 44 étages, abrite notamment les bureaux du fonds d'investissement Blackstone, du cabinet KPMG et le siège de la NFL, la Ligue nationale de football américain. Selon les forces de l'ordre, Shane D. Tamura aurait agi seul et son mobile n'est pas encore connu. A noter que les États-Unis détiennent le plus fort taux de mortalité par fusillade parmi les pays développés. En 2024, plus de 16 000 personnes ont été tuées par balle aux États-Unis, hors suicide, selon l'ONG Gun Violence Archive. Deuxième actu, la Thaïlande a accusé le Cambodge de violer le cessez-le-feu quelques heures après son entrée en vigueur ce mardi à minuit. Ce cessez-le-feu, mis en place sous l'égide de la Malaisie avec le soutien des États-Unis, était censé mettre fin à plusieurs jours de conflit à la frontière de ces deux pays d'Asie du Sud-Est. Ils s'opposent depuis des décennies sur le tracé de leurs frontières communes, héritées de l'époque coloniale française. Et depuis jeudi dernier, des affrontements entre les deux pays ont fait au moins 42 morts et provoqué le déplacement d'environ 330 000 habitants, selon les autorités cambodgiennes et thaïlandaises. Après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, l'armée thaïlandaise a déclaré avoir constaté, je cite, que les forces cambodgiennes avaient lancé des attaques armées dans plusieurs zones du territoire thaïlandais. Côté cambodgien, la porte-parole du ministère de la Défense, Malis Sochiata, a pour sa part déclaré qu'il n'y avait eu aucun affrontement armé dans quelque région que ce soit. Malgré ces accusations, les deux camps ont tenu des rencontres entre commandants militaires locaux le long de la frontière, comme prévu par l'accord de cessez-le-feu. On continuera de vous tenir informés sur cette actualité. Troisième actu en France, le Rassemblement national a commencé à rembourser les 3,5 millions d'euros de dommages et intérêts qu'il doit au Parlement européen. C'est ce qu'a révélé BFM TV. Si vous n'aviez pas suivi, en fait, en mars, la justice française avait condamné le parti à verser plus de 3,2 millions d'euros en réparation du préjudice économique causé par le détournement d'indemnités parlementaires européennes. Ces fonds avaient, selon le tribunal, servi à rémunérer des assistants parlementaires qui travaillaient en réalité pour le parti en France et non pour l'activité des députés européens. Le tribunal a aussi demandé au RN de verser 200 000 euros supplémentaires au Parlement européen, je cite, en réparation de son préjudice moral, en plus des intérêts légaux, soit un montant total de près de 3,5 millions d'euros. Plusieurs anciens cadres du RN ont été condamnés à des amendes et Marine Le Pen, la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, a écopé notamment de 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate, ce qui veut dire qu'elle ne peut se présenter à aucune élection pendant 5 ans. Un procès en appel devrait d'ailleurs se tenir à l'été 2026. En tout cas, d'après BFM TV, un accord a donc été conclu la semaine dernière avec le Parlement européen. Le RN s'est engagé à payer la somme en 2 fois. Un premier versement d'1,5 million d'euros a déjà été effectué et le second serait prévu à partir d'octobre. Et on finit avec cette actu, la moitié des médecins exerçant en France sont désormais des femmes selon les chiffres de la DREES, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques publiées ce lundi. Concrètement, au 1er janvier 2025, le nombre de femmes exerçant le métier de médecin a dépassé pour la première fois celui des hommes médecins. Dans le détail, sur les 237 214 médecins en activité, il y avait 118 957 médecins femmes contre 118 257 pour les hommes. Début 2024, la DREES avait dénombré 117 781 médecins hommes
et 115 635 femmes médecins. Certaines spécialités restent très féminisées, les sages-femmes sont à 97% des femmes, même chose pour les pédicures podologues, tandis que les chirurgiens dentistes, eux, continuent de rajeunir et de se féminiser. A noter que depuis le 1er janvier 2012, le nombre de médecins a augmenté de 9,9% selon l'adresse. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Alors pour suivre l'actualité cet été, vous pouvez aussi le lire facilement avec à chaque fois des recommandations culturelles et des liens pour en savoir plus. Ça se passe directement dans le lien qui est en description. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.